Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Tilt. Aujourd'hui, nous discutons d'un sujet qui est assez insolite pour nous au Maroc, mais qui fait déjà des ravages en Europe spécifiquement. Nous allons parler du marketing digital et pour en discuter, je reçois aujourd'hui Madame Marguerite Fortes de la Croix et Madame Hortense Gilbert qui ont ici au Maroc une société qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est marketing solidaire, incubation et tout ce côté un peu humain et bienfaisant du marketing. Mesdames, merci d'avoir accepté de me parler aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de vos parcours respectifs, ce qui vous a amené à jouer aujourd'hui ce rôle ici au Maroc? Je voudrais entendre vos deux réponses. Donc je m'appelle Hortense, ça fait 15 ans que je fais du marketing, dont 7 ans au Maroc. Et en fait, alors le parcours, bon, je suis arrivée au Maroc pour 2 ans finalement, donc voilà, ça fait déjà 7 ans. Et en fait, j'ai travaillé dans des grosses structures qui sont vraiment spécialistes en marketing, avec des produits comme du carburant. En France, j'étais aussi dans la jardinerie. Enfin, c'est vraiment des structures assez organisées en termes de marketing. Et mon parcours m'a amené petit à petit à avoir des opérations de plus en plus, qui avaient de plus en plus de sens. À aller un peu plus loin en fait, plutôt que s'arrêter juste vendre un produit, c'est aller un petit peu plus loin dans la conception même de l'opération marketing pour pouvoir dégager plus de valeur. Donc c'est justement dans toutes ces réflexions-là que j'ai rencontré Marguerite et qu'on a cofondé donc l'agence Impact Collectif. Marguerite? Donc moi je m'appelle Marguerite, ça fait pareil plus de 15 ans que je fais du marketing, notamment en France, et je me suis installée au Maroc il y a 1 an et demi. Et en fait ça a été un peu une évidence de construire quelque chose ici, parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de projets qui avaient du sens et qu'en fait je pouvais m'épanouir ici en faisant mon métier qui est faire du marketing. Et moi mon histoire un peu avec ce métier-là, ça a été un peu comme Hortense, de commencer par du marketing assez classique, faire voilà, du marketing pour vendre des produits, vendre de plus en plus. Et petit à petit, je commençais à être un peu vide de sens, à me dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que vraiment c'est la volonté de juste vendre est suffisante pour moi? Et c'est comme ça que je me suis dit, peut-être que le marketing, qui est un levier très puissant pour porter des discours, peut-être que c'est le moyen que je peux avoir à mon échelle pour apporter plus d'impact et porter des projets qui font du bien à la société. Et donc c'est comme ça que petit à petit j'ai orienté mon parcours sur du marketing et de la communication impact, ce que je fais depuis 6 ans avec des partenaires en France. Et avec ma rencontre avec Hortense, c'était un peu une évidence de se dire en fait on va le monter ici. Parce qu'il y a plein de choses à faire et qu'on avait envie de s'investir dans ces projets-là et peut-être d'apporter aussi notre pierre à l'édifice en tant que société pour faire du bien et valoriser tout ce qui est valorisable au Maroc. Alors, je retiens que vous avez décidé de franchir le pas entre ce qu'on appellerait un marketing un peu plus orthodoxe, plus classique, pour passer à un marketing plus avec une touche humanitaire, une touche de solidarité. Mais pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui différencie un petit peu votre modèle économique des autres boîtes de communication ou d'un marketing un peu plus classique? Alors, en fait, ça vient vraiment de mon expérience personnelle. À partir du moment où j'ai cherché l'impact dans les entreprises que j'accompagnais ou pour lesquelles je travaillais, en fait, je me suis rendu compte que c'était un levier qui parlait beaucoup aux gens. En fait, on est dans une société où les gens, de façon générale, veulent trouver du sens à ce qu'ils font, ce qu'ils achètent. Ils reprennent un petit peu le pouvoir aussi via leur façon de consommer. Et en fait, quand on porte des discours et quand on montre que l'entreprise fait des actions, ça va avoir beaucoup de valeur et ça va être un levier de communication très fort. Et donc dans des exemples très concrets, mais j'ai pu travailler là dernièrement sur des projets de promotion immobilière à impact, notamment en France. Mais en fait, on a essayé de réfléchir à une commercialisation et un marketing complètement différent. Le budget était le même, en fait. Une agence de marketing classique proposait un budget. Et en fait, nous, avec le même budget, on s'est dit, en fait,
au lieu de faire que des gros placards, des affichages, des campagnes que digitales, on va faire de l'action solidaire qui va représenter une grosse partie du budget. Et le budget restant va servir à juste valoriser ces actions. Et en fait, c'est en partant de l'action pour raconter une histoire, pour valoriser le projet, pour rencontrer des gens, pour retourner au local. En fait, nos KPIs ont explosé. On a pré-commercialisé beaucoup, beaucoup plus vite que si on avait fait une campagne classique qui aurait pris beaucoup plus de temps, qui aurait eu beaucoup moins d'âme. Donc, ce qu'on veut vraiment mettre en place ici, c'est se dire, au lieu d'avoir un budget qui a à 90% dédié à de la communication classique et à 10% à l'action, nous, c'est plutôt se dire, mais en fait, on va mettre 60% ou 70% sur de l'action qui va avoir un vrai impact pour les gens et le reste, ce sera pour faire de la communication et en fait, cette communication, elle sera démultipliée. Donc, vous faites une action solidaire et c'est cette action qui devient le produit que vous allez commercialiser ensuite pour marketer l'entreprise ou le produit. C'est bien ça? L'idée, c'est plutôt de se dire... alors, on part d'une approche marketing assez classique qui est de se dire c'est qui la cible de l'entreprise. Donc là, c'est la première étape, c'est vraiment comprendre l'entreprise, ses enjeux, c'est qui la cible. Et on va essayer d'aller creuser pour se dire, en fait, de quoi ils ont besoin réellement, en fait, ces gens-là. Ils ont peut-être besoin d'acheter à manger, évidemment, mais peut-être qu'ils vont avoir d'autres besoins et peut-être que l'entreprise, elle peut y répondre. Et donc là, quand on parle de besoins, c'est des besoins sur la santé, des besoins sociaux, des besoins sociétaux. Et nous, ce qu'on va proposer, c'est aider l'entreprise à mener une action qui a du sens, un impact positif, réel, impactant. Et ensuite, on va déployer toute une communication autour pour qu'en fait, l'entreprise puisse bénéficier de ce contenu de communication. D'accord. Alors, certains vous diraient que vous êtes sûrement familière avec la pyramide des besoins. Il faut commencer par les besoins les plus basiques et ensuite on monte crescendo, petit à petit. Certains vous diraient qu'au Maroc, les besoins de base ne sont pas encore réellement rencontrés par toute la population, ce qui laisse moins d'intérêt pour les besoins supérieurs, je dirais, de solidarité, les besoins de sens, comme vous les avez appelés. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens et pourquoi vous avez choisi le Maroc exactement ? Alors justement, je pense que le Maroc, c'est quelque chose qu'ils ont bien compris. En fait, là où on est en mode survie, parce que c'est ça la base de la pyramide de Maslow, hein, c'est la survie. On est dans la solidarité pure. En fait, c'est pas de la solidarité choisie, j'ai envie de dire, mais c'est de la solidarité obligatoire. En fait, on se rassemble pour survivre. C'est la nature même de l'être humain. C'est pour ça qu'on reste en famille, entre amis, on s'entraide. Donc, celui qui a un boulot, il va aider à nourrir les autres. Celui qui a une maison, il va aider à loger les autres. En fait, il y a une espèce d'entraide qui se fait. Et je trouve que c'est vraiment ce qui est admirable ici. Maintenant, quand on est en mode survie, c'est sûr que le marketing, c'est pas une priorité. Qu'on s'entende. Quand on n'a pas de quoi manger, le reste, on prend le moins cher, point. On ne va pas voir plus loin. Et c'est normal, c'est même humain. On a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de respirer, on a besoin... Voilà, avant d'arriver à quelque chose d'un peu plus, plus fin, nous, on parle de réflexion qu'on a plutôt en France, on le voit aujourd'hui, les mots ne sont pas les mêmes, mais on est aussi maintenant face à des contrariétés qui ne sont pas les mêmes qu'autrefois. Une fois que tout le monde, entre guillemets, est à peu près nourri, à peu près le mode survie n'est plus activé, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dépression, beaucoup d'autres problèmes. En fait, on est vide de sens, on cherche du sens dans ce qu'on fait. On n'a plus envie d'aller au boulot, de revenir, de plus savoir pourquoi on se lève le matin, pourquoi on travaille 8-10 heures par jour. Et en fait, c'est là où la consommation fait partie en fait, de cette réflexion. Et au Maroc, heureusement, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, qui ont dépassé ce mode survie aussi, et qui du coup est dans une consommation différente. Donc ils cherchent à savoir comment on consomme responsable. Comment est-ce qu'en fait, parce que les choix qu'il fait dans sa consommation, s'il va au Hanout du coin ou s'il va chez Marjane ou chez Carrefour, etc., en fait, selon son type de consommation, il va impacter différemment les gens qui sont derrière. Et en fait, c'est toute cette chaîne de valeur
qui est intéressante. Et notamment au Maroc, parce que en fait, on a besoin de communiquer là-dessus. Parce qu'en France, il y a beaucoup de choses qui sont régies par pas mal de lois, en fait. Tout est beaucoup plus structuré, mais beaucoup plus transparent aussi. Parce que l'État demande beaucoup de garanties, donc on voit davantage de comment ça fonctionne derrière. Par contre, au Maroc, comme il y a beaucoup de débrouillardise aussi, on essaye de se dire, bah, en tant que consommateur, où est-ce que j'ai envie de consommer pour que derrière, la personne qui va récupérer mon argent, est-ce qu'elle est justement rétribuée? Est-ce que les produits, par exemple, sont locaux, enfin, je veux dire, vraiment juste à côté, est-ce qu'ils ont été ailleurs? Est-ce que, d'un point de vue santé, on est bien par rapport aux normes? Est-ce que, en fait, tout ça, le consommateur marocain a le droit de le savoir, et du coup, ça va changer son mode de consommation pour savoir qui il a envie, quelque part, de rétribuer et comment. C'est ce côté de solidarité imposée, si vous me le permettez, qui fait que c'est un terrain fertile pour ce genre d'initiative au Maroc? En fait, c'est que la solidarité, elle est innée, puisque il y a un côté, on n'a pas le choix, et en plus, c'est ancré dans la culture locale. Donc, ce qui est super, entre guillemets, c'est qu'il n'y a personne à convaincre. En France, on se retrouve quelquefois dans des échanges qui peuvent paraître lunaires, mais on doit expliquer pourquoi la solidarité. Ici, il n'y a pas besoin de convaincre. Les gens, ils le font naturellement. C'est intuitif. Voilà. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'en personne propre, on voit bien le vendredi, on partage le couscous, on échange, on donne de l'argent aux gens dans la rue, etc. Tout ça, c'est normal. Mais à côté de ça, quand l'entreprise, elle veut porter des valeurs de solidarité, bah là, il y a presque comme un décalage. Alors qu'en fait, l'entreprise, c'est l'humain. C'est l'humain en fait, c'est une collectivité d'humains. Donc, notre entreprise peut aussi représenter nos valeurs profondes. En effet. Vous avez commencé il y a à peu près plus d'une année, si j'ai bien compris. Non, c'est un peu plus récent que ça. Ouais. C'est plus récent. D'accord. Alors, jusqu'ici, quels sont les défis majeurs que vous avez rencontrés en travaillant au Maroc, dans un environnement marocain? Justement, en fait, dans cette solidarité, on a rencontré alors des obstacles, c'est-à-dire que dans la culture, en fait, on ne communique pas sur les actions de solidarité. C'est quelque chose qui se fait mais qui ne se dit pas. Donc, nous, on est là pour mettre en valeur l'opération qui, justement, a vocation à inspirer les autres. Et en fait, on s'arrête sur le mot « inspirer ». Parce que c'est ça qu'on veut mettre en avant. En fait, si on fait tout dans notre coin et qu'on dit rien à personne, l'action, elle perd pas de sa valeur. Au contraire, elle est toujours très belle. Mais en fait, si on le dit à quelqu'un et que ça inspire 2, 3, 4, 5 personnes, elle prend aussi de la valeur parce qu'elle se démultiplie. Elle influence tout l'environnement. Voilà. Et en fait, nous, on veut montrer que ce marketing, il est possible. Un marketing où on met l'accent, on met la lumière, non pas sur nous, mais sur l'action en tant que telle. Parce que derrière, elle va réinspirer d'autres entreprises qui auront, j'espère, ensuite à cœur de porter des valeurs qui leur parlent aussi. En fait, on leur dit, regardez, nous aussi, on est capable de faire ça. Et en fait, nous, on veut le bien. En fait, l'objectif, c'est aussi d'arrêter un peu ces frontières un peu bien mal. Enfin, l'entreprise peut être vue dès qu'il gagne un peu d'argent comme le méchant de l'histoire qui essaye de manipuler le consommateur, comme si le consommateur était une victime, qui gobait tout ce qu'on lui disait. Donc, en fait, l'objectif, c'est aussi de se remettre tous dans sa responsabilité. En fait, on est tous des consommateurs, on a le droit de choisir où on veut consommer et comment. Et quand on est une entreprise, on n'est pas un gros capitaliste méchant, on veut aussi juste faire une rentabilité, mais parce que derrière, on a une famille à nourrir, on a des salariés, on veut rétribuer tout le monde justement. Et en fait, ce cercle vertueux où chacun essaye d'amener quelque chose de positif d'un côté de l'entreprise et du côté du consommateur, fait que tout le monde monte ensemble. En fait, on s'élève. Et c'est vraiment ça l'objectif. D'accord. Madame Fortes, au Maroc, il y a un problème de fond auquel la société doit faire face, qui est celui de la fuite des cerveaux. Vous savez que nos jeunes, dès qu'ils ont eu leur bac, pour ceux qui peuvent, préfèrent aller faire leurs études ailleurs et on ne peut pas leur dire non parce qu'ils veulent améliorer leur qualité de vie, améliorer le futur de leurs enfants également. Est-ce que vous pensez que votre projet pourrait contribuer à les garder sur place, ces jeunes? Alors, je ne sais pas si on peut avoir vraiment la prétention d'avoir un rôle direct là-dessus.
sur cette fuite des cerveaux. Et voilà, en tout cas, nous, ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, une des surprises qu'on a eues quand on s'est lancé ces derniers mois ici, c'est l'intérêt que beaucoup de gens ont porté sur notre projet en se disant, ah ben en fait, c'est des Françaises qui s'installent au Maroc. Et donc, ça veut dire qu'au Maroc, il y a un terrain fertile. Ça veut dire que voilà, c'est un pays qui attire les investisseurs étrangers. Et en fait, si nous, on met toute notre énergie ici, c'est que ça peut inspirer, en fait. Ça peut inspirer des étudiants, des jeunes qui ont une idée en tête et qui se disent je vais essayer de la monter à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, au Canada, parce que là-bas ça marche, parce que voilà, il y a plus de richesses, etc. Et en fait, nous, on peut les inspirer pour leur montrer, en fait, oui, c'est sûr que là-bas, il y a peut-être des beaux projets à faire, mais en fait, il y en a des très beaux à faire au Maroc, sachant qu'ici, il y a une croissance, il y a un dynamisme, et voilà, il y a vraiment ce côté hyper positif. Et après, on a eu l'occasion d'intervenir dans des universités. Ça, c'est un projet qu'on a vraiment à cœur. C'est d'avoir un peu, d'utiliser notre expérience, parce que voilà, on a plus de 15 ans d'expérience en entreprise et en entrepreneuriat, et de se dire, en fait, peut-être que nous, on va pouvoir accompagner les personnes qui ont besoin d'être un petit peu coachées, qui ont besoin de prendre confiance en eux. Et peut-être que nous, on peut les inspirer en leur disant ce qu'on essaye de faire déjà, et leur dire, en fait, si vous croyez suffisamment en vous-même, si vous êtes suffisamment accompagné, si vous avez des gens qui peuvent vous guider un petit peu sur le chemin de l'entrepreneuriat ou même du salariat, et ça va leur donner envie de rester. Et il y a des très très beaux projets à faire ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment, qu'on fait et qu'on a envie de continuer. À ce propos, d'ailleurs, on va lancer un appel à projet pour faire du mentoring auprès d'étudiants ou de jeunes entrepreneurs qui ont des beaux projets de création d'entreprise ici. Et on souhaite apporter un petit peu notre pierre à l'édifice aussi et accompagner ces jeunes pour justement les coacher et les aider à réussir leur projet d'entreprise. Vous avez parlé des visites que vous avez faites dans les facultés. Vous avez parlé à de jeunes étudiants qui pourront dans le futur être des entrepreneurs ou des start-upers. En plus de ce côté un petit peu visite à la fac, mentoring, etc., quels sont les autres leviers qu'on pourrait activer pour convaincre ces jeunes de rester ici et de s'investir dans leur pays? C'est vraiment, pour nous, c'est l'émulation en fait. Il y a un côté où plus on va valoriser les actions qui sont menées au Maroc, montrer qu'il y a des projets réussis, montrer que leur métier peut avoir du sens. Et encore une fois, que ce soit en entreprise ou en tant qu'entrepreneur, parce qu'en fait, les deux fonctionnent. Si on peut montrer que ici aussi, ils peuvent vraiment apporter du sens et promouvoir, du coup, être acteurs dans le développement économique de leur pays, ça, je pense que ça va les aider. Et notamment, on voit qu'il y a beaucoup, à l'inverse de Marocains qui sont partis à l'étranger et qui reviennent de plus en plus, parce qu'eux aussi, ils se rendent compte qu'en fait, il y a des choses à faire et qu'ils veulent participer au développement économique de leur pays. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît assez fondamental. Et ça, c'est voilà, ce côté un peu sensibiliser, faire rayonner, ça, c'est des choses qu'on fait en fait assez naturellement quand on fait de la communication. Et c'est des choses qu'on va mener à travers un podcast qu'on lance le mois prochain, où on va interviewer des gens, on va montrer qu'il y a un terreau fertile au Maroc, qu'il y a des gens qui ont des vies super palpitantes ici et qui mènent à la fois des projets soit artistiques, soit entrepreneuriaux, solidaires, et qu'en fait, qu'il y a une énergie débordante. Et en fait, c'est vraiment ça ce qu'on veut montrer. C'est vraiment l'énergie pour se mettre en marche vers un dynamisme économique encore plus fort que ça l'est. C'est vrai que le Maroc, comparé aux pays Nord d'Afrique, Moyen-Orient, on a une liberté économique assez raisonnable. Mais ça s'arrête à l'économique, malheureusement. Alors, on va passer à une deuxième partie. On va parler un petit peu de votre expérience que vous avez déjà fait. Madame Hortense, pouvez-vous partager avec moi quelques exemples concrets des campagnes réussies que vous avez eues ou des projets solidaires que vous avez dirigés?
Alors oui, j'ai eu différentes expériences en France et au Maroc. En France, ce qui est marrant, c'est que en fait, ces expériences-là les plus réussies, pour moi en tout cas, c'est quand on embarque les gens dans notre projet. C'est-à-dire quand on sent qu'il y a une émulation, comme le disait Marguerite, et on sent que les gens sont motivés autour du projet. Parce que le plus dur, je trouve, aujourd'hui, c'est presque de motiver les gens, en fait. C'est vrai. Et lors de, par exemple, quand j'étais donc dans une grosse entreprise de jardinerie à Paris, en fait, j'avais à cœur de mettre en place une nouvelle satisfaction client. Donc, il y a 1000 magasins en France. Je me suis déplacée un petit peu partout dans les coopératives agricoles. Et en fait, on avait un outil très pratique qui nous permettait de connaître la satisfaction client en temps réel, à peu près, parce que les gens pouvaient noter en fait le service et de leur faire leurs remarques. Et ce qui est marrant, c'est que euh, les salariés avaient très peur de ça. On a toujours peur de ce qui va nous tomber dessus, de quel va être le retour. Parce que, en fait, quand on a des feedbacks, en général, on se dit ça va être que des feedbacks négatifs. Les gens qui m'appellent, c'est parce qu'ils ne sont pas contents. Et en fait, à 98%, c'est que du positif. D'accord. Et c'était super parce qu'on imprimait des tableaux de bord chaque semaine. Et du coup, les salariés étaient super contents de pouvoir aller donc au travail, de voir dans leur salle de pause tous les commentaires qu'il y avait. Donc, la plupart vraiment très positifs, très personnalisés. En fait, c'est une récompense du terrain de pouvoir se dire, bon, bah, moi, quand je suis quand je suis attentionnée avec mes clients, quand je vais chercher le bon produit, quand je passe du temps avec eux à les conseiller, etc. Et ben en fait, ça se voit. En fait, il y a une espèce de reconnaissance du travail. Et moi, je sais qu'en tout cas, la preuve, en fait, cet élément-là, j'avais plus de 6 mois pour le mettre en place. En 3 mois, c'était fait. Tout le monde l'avait adopté, tout le monde était content. Parce qu'en fait, on a dépassé la barrière de l'appréhension et derrière, on s'est juste rendu compte que c'est des gens qui se rencontrent, qui se parlent. Et en fait, les salariés se disaient, bon, bah, en fait, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est juste pour ça. Ils n'avaient pas entendu la voix du client. Donc ça, c'est typiquement le genre de projet en France qui m'a beaucoup apporté, que j'ai vraiment aimé faire, qui était naturel d'ailleurs. Et au Maroc, par exemple, c'est d'autres projets, mais plus... comme on communique moins là-dessus, typiquement la satisfaction client, on n'en est pas encore à diffuser des notes, des appréciations. Ça viendra, hein, mais je sais que c'est une démarche qui est un peu plus comment dire, nouvelle ici. Mais par exemple, au Maroc, le fait d'avoir mis en place des zones sécurisées, par exemple quand je travaillais dans le carburant, pour les camionneurs la nuit, des douches à disposition. On a fait un service aussi de fidélité qui était plus avantageuse pour les routiers, les taxis, etc. Mais en fait, il y a un vrai dialogue avec la population. En fait, ce qui est intéressant dans ce marketing-là, c'est qu'on n'est pas juste là pour vendre. On n'est pas là pour leur dire, regardez mon nouveau produit, achetez-le, dépêchez-vous. En fait, on leur dit, on vous a entendu. Parce que quand on construit des douches ou qu'on met sous surveillance, on ne gagne pas d'argent à ce moment-là. On en perd même. Ben, on en perd, oui, sur le principe. Mais quelque part, on leur dit, mais regardez, en fait, on veut que vous soyez bien chez nous. Mais c'est génial de prendre soin de son client. Parce que le client, il n'est pas obligé de venir chez nous. Il peut aller chez quelqu'un d'autre. Mais il va peut-être venir plus facilement chez quelqu'un qui prend soin. Quelqu'un qui a vraiment une marque qui l'a écouté. Alors justement, sur cette deuxième expérience que vous avez eue au Maroc avec la marque de pétrole, est-ce que vous avez touché des impacts sociaux, des impacts économiques mesurables après cette initiative? Justement, nous, alors on s'appelle impact collectif, c'est pas pour rien. C'est que souvent la solidarité, en fait, on a du mal à la mesurer. Alors moi, j'ai une expertise data, donc justement, ça fait au moins oui, une dizaine d'années que je me suis spécialisée dans la data pour pouvoir mesurer des choses compliquées à mesurer. Donc en fait, ça va jouer par exemple quand on sensibilise une population, comment ça se mesure. Donc voilà, nous on a mis en place donc plusieurs process pour pouvoir faire des avant-après pour vérifier vraiment quel est notre impact. Et typiquement dans cet exemple dont on parlait, en fait on a vu un réel impact en termes d'engagement. L'engagement client a évolué de manière spectaculaire. En fait, on devient une love brand, on devient une référence sur le marché, même en termes de notoriété auprès de ces populations cibles. En fait, on devient un choix préféré du consommateur. C'est un côté émotionnel qui rentre dans la relation entre l'entreprise et le client? Oui, et c'est bien plus fort. Enfin, c'est comme une relation amoureuse, en fait. Ça s'entretient, on écoute les besoins de chacun, on communique ensemble, et en fait, le lien est bien plus fort. Parce que si on s'arrête à un produit et un acheteur, le problème, c'est que le client aussi devient très volatile.
est sujet à changer puisqu'il n'a pas de lien fort avec la marque. Donc c'est bien pour ça qu'on reste une agence marketing, même si c'est du solidaire. Donc on se différencie d'une association en fait. Nous on a un but lucratif et notre objectif c'est bien que l'entreprise ait plus de clients, que ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y a un vrai partenariat, mais par contre on ne vend pas n'importe quoi aux clients. On ne vend pas du bullshit. Nous on est là pour avoir des valeurs. En fait on pose des valeurs, ça veut dire qu'on engage l'entreprise et on engage le client et on les fait se rencontrer. Donc chacun s'y retrouve. C'est pour ça c'est ce cercle vertueux qu'on veut vraiment mettre en place dans ce marketing solidaire. Un cercle gagnant-gagnant. Exactement. Madame Fortes, vous également, vous avez eu votre expérience auparavant. Est-ce que vous pouvez me citer un projet dont vous êtes particulièrement fière aujourd'hui? Il y a plein de projets dont je suis particulièrement fière. Là, je vous parlais tout à l'heure du projet de promotion immobilière qu'on a vraiment traité de façon un peu différente. Donc, je vais un petit peu en parler, mais par exemple, on avait mis en fait parmi plein d'actions, mais notamment deux qui étaient vraiment actions centrales dans le projet. Il y avait une action en fait déjà en fait d'interroger le territoire. Donc en fait, le démarrage, ça a été de se dire on va interroger les habitants, les collectivités, tous les gens qui tournent autour, qui gravitent autour de ce futur projet immobilier. Pas forcément des gens qui vont acheter une maison là-bas, c'était pas l'idée, mais comprendre leurs besoins. Et donc en fait, il y a un besoin qui est remonté, par exemple, qui était le manque d'offres de produits bio et en fait toute une politique autour du bien manger. Et donc, en fait, on s'est dit, on va dédier une parcelle du terrain pour faire un potager partagé et une autre parcelle pour faire un maraîchage de produits bio. Et en fait, ça, c'est pas quelque chose de rentable en soi. C'est une parcelle qui va pas être commercialisée. Ou en tout cas, s'il y a un maraîchage, le temps que voilà, il y ait une vraie rentabilité économique, en tout cas, c'est pas du tout l'enjeu. C'est beaucoup moins rentable que construire une maison. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Et en fait, autour de ça, on a pu créer des ateliers, de la sensibilisation. Et en fait, on a amené la population avec nous. On a aussi créé des événements. On a fait des événements culturels en faisant des expositions photos, des expositions artistiques, des ateliers artistiques. Et en fait, tout ça, ça a permis de vraiment créer une émulation. On a eu énormément de retombées presse, où au démarrage du projet, on avait des retombées presque très locales, donc ce qui nous aidait déjà beaucoup. Mais petit à petit, il y a eu France 3, il y a eu Le Figaro. On est monté en gamme sur une retombée presse parce qu'en fait, ça a légitimé notre projet. Et en fait, c'était vraiment un exemple différenciant. En fait, ça intéressait la presse parce qu'on faisait de façon différente versus d'autres projets. Et ça, c'est des choses qui peuvent être vraiment mises en application au Maroc parce que des projets immobiliers, il y en a énormément. Il y a une recherche de sens aussi sur ces projets immobiliers. Je pense que spécialement dans les grandes villes qui construisent, il y a un exode rural aussi qui a accompagné, etc. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus qui peut être très intéressant au Maroc. Et après, il y a un autre projet, je pense, qui a contribué du coup à vraiment ce lancement dans Impact Collectif. L'année dernière, j'ai participé à l'incubateur de l'ESSEC Africa, sur un projet d'agriculture bio au Maroc. Et en fait, j'ai accompagné du coup la fondatrice pour l'aider à commercialiser et à faire de la communication autour de son agriculture bio. Et en fait, ça c'était, je pense, une réussite déjà parce que ça a très bien fonctionné, parce que c'était une histoire un peu, une rencontre un peu improbable, mais qui était vraiment chouette. Et en fait, tout a été positif. Il y a eu des excellentes retombées, il y a eu des deals commerciaux. Et du coup, c'était promouvoir, encore une fois, le bien manger, l'agriculture bio, et faire du bien, du coup, in fine, au local. Donc, c'est des à choses, la communauté. À la communauté. Donc, c'est vraiment des choses qui me parlent beaucoup et qui sont des thématiques très intéressantes au Maroc. C'est vraiment des sujets d'actualité au Maroc. En effet. Alors, Madame Hortense, vous êtes une société, vous avez un but lucratif en tant que société. Comment vous tracez la frontière entre un projet lucratif et un projet solidaire? Comment les deux peuvent coexister ensemble? Comment vous faites? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ce qui est dommage, presque, c'est qu'on a enfermé dans nos têtes que la solidarité, c'était gratuit. C'est du bénévolat. Voilà, c'est du bénévolat. En fait, tout le monde est solidaire.
mais tout le monde a besoin de manger. Donc, il y a un moment donné, il est temps de trouver comment on fait du solidaire tout en gagnant de l'argent. Et gagner de l'argent sur du solidaire, c'est pas voler la nourriture d'un pauvre enfant à qui on vient de donner. Enfin, je veux dire, cette image, elle est horrible. Donc, on essaye de se dire, mais au lieu d'enrichir les mêmes personnes, etc., est-ce qu'on peut pas essayer de trouver un système où, en fait, on est dans une boucle vertueuse où, justement, tout le monde est rétribué équitablement et bien. Donc là, l'idée, en fait, c'est que nous, on ne propose pas des actions solidaires dans le vent. Enfin, dans le vent, dans le sens, on n'est pas une association. C'est-à-dire que notre objectif, c'est pas faire que du solidaire sans retomber. Notre objectif, c'est vraiment d'aller rencontrer donc une entreprise qui a un projet, qui a un budget communication marketing. Et en fait, dans ce budget-là, d'identifier le public qu'elle souhaite toucher, les nouveaux prospects, des publics qu'elle souhaite fidéliser, et en fait d'aller chercher les causes sur lesquelles soit l'entreprise peut travailler, soit le public cible sur lequel il est sensible, et de pouvoir relier à l'image de l'entreprise une valeur forte qui va permettre d'engager cette population à venir derrière consommer dans cette entreprise. En fait, c'est du win-win, parce qu'on n'est pas en train d'inventer un discours qui n'existe pas, on est en train de recentrer autour de valeurs de l'entreprise et d'actions concrètes, remanier, en fait, si vous voulez, l'argent d'un budget marketing dans une action qui a vraiment du sens et qui va parler à un public derrière qui a envie de consommer avec, justement, en ayant en tête cette action qu'on aura menée ou peut-être cette sensibilisation. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, quand je consomme, je participe à ça. Donc en fait, c'est comme quand on envoie des fonds à des associations, quelque part là, comme je dois consommer, de toute façon je dois acheter des yaourts par exemple, que j'achète chez l'un ou chez l'autre, s'il y en a un qui fait des actions qui ont du sens pour moi, je vais peut-être plutôt aller acheter mes yaourts chez lui. Et là du coup on retrouve l'identité de consomme-acteur, donc quand je consomme, je deviens acteur, mais cette entreprise a les moyens d'aller porter aussi des valeurs qui pour moi ont du sens. Donc rentabilité économique et impact social ne sont pas forcément exclusifs l'un de l'autre, mais il y a quand même un risque. Nous le voyons par exemple en France, avec de grandes sociétés, généralement des sociétés de pétrole, un risque de greenwashing, ou ce qu'on appelle le solidarity washing. C'est comme si on effaçait toutes les mauvaises actions de cette société. Vous ne voyez pas que c'est un risque un peu dans votre domaine d'être utilisé par ces grands noms pour les légitimer? Et comment vous évitez ce risque? Alors déjà, heureusement, on a tous notre intelligence, donc on sait, puisqu'on a décidé, il faut se rappeler qu'on avait toutes les deux des jobs de salariés, de directrice marketing, etc., dans des entreprises salariées. Donc si notre objectif c'est faire de l'argent à tout prix, on va rester là où on est. Donc c'est un choix engagé et clair que de monter Impact Collectif, justement pour avoir un impact et pour changer cet état d'esprit-là. Donc, on ne va pas aller prendre n'importe quelle proposition qui arrive si c'est pour effacer quelque chose qui a été, qui a fait un bad buzz assez médiatique. L'idée, c'est pas de rajouter une couche dessus en leur disant c'est bon, comme ça on oublie tout. Nous, en tout cas, on n'est pas là pour ça. Vraiment pas. Donc, non, notre objectif, c'est justement de pouvoir trouver l'essence même au niveau de l'entreprise. Ce qui va, en fait, si on ment, ça marche pas. Et encore une fois, je vais reprendre l'exemple des relations, mais on voit bien quand quelqu'un nous ment. On n'est pas dupe non plus. Donc, si là, l'entreprise, elle n'est pas sincère dans ses propos, on va le sentir, les clients, ils vont le sentir. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller creuser plus loin. C'est de faire un audit dans la société, c'est d'aller chercher vraiment le fondement, et c'est aussi de l'appliquer sur plusieurs mois, plusieurs années. En fait, c'est d'avoir une opération qui s'étire sur le temps et qui a vraiment de l'impact. C'est pour ça qu'on la mesure. On revient à ça, mais si on crée des baromètres, si on crée des statistiques d'avant-après, si on montre l'évolution sur des KPIs concrets, on montre bien où est-ce qu'on était avant, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui et où est-ce qu'on est demain. On veut vraiment engager la société. Et en fait, après, en termes de discours, on ne veut pas non plus... Alors après, on a des avis très divergents sur le sujet, mais moi je pense que par contre, ce qui est important, c'est aussi de valoriser l'action, parce que 1, c'est mieux que 0. Alors après,
c'est une manière de voir. C'est-à-dire que ça n'effacera pas ce qui s'est passé derrière. Mais par contre, on n'est pas obligé de le faire. Il faut se rappeler ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise, en tout cas au Maroc, elle n'est pas obligée de faire des actions à visée sociale. Elle peut réinvestir son argent autrement, elle peut le garder pour elle, enfin, elle fait ce qu'elle veut. Donc, quelqu'un qui le fait, qui prend la décision de le faire, c'est pour moi aussi un acte à valoriser. On peut voir ça comme une manifestation de bonne foi de la part de bonne foi, ou en tout cas un premier pas tendu, en fait, une main tendue, un premier pas, en fait. C'est-à-dire que là, il y a l'entreprise qui fait un geste en disant moi, j'ai envie de m'engager là-dedans. Alors, c'est suivi ou c'est pas suivi, ça dépend du contexte, tout est adapté. Mais l'envie déjà de faire quelque chose, ça se valorise. Et alors, je sais que Marguerite a un avis différent, donc. Mais en fait, c'était dans nos discussions, parce que évidemment, c'est un des premiers sujets qui nous a challengé, parce que c'est un challenge en fait de se dire comment est-ce qu'on ne tombe pas dans le greenwashing, dans le solidarity washing. Donc, c'est des sujets vraiment auxquels on a beaucoup parlé. Et en fait, moi, du coup, de base, j'avais une vision assez puriste de la chose. À se dire il faut en fait tout doit être parfait sinon c'est du greenwashing et en fait du coup c'est très limitant parce que on finit par pas faire grand chose et en fait on finit par avoir une énorme dichotomie entre l'entreprise c'est mal et l'association ou les quelques entreprises à impact c'est bien et en fait c'est un peu l'idée de se dire peut-être qu'il faut un peu plus faire converger les choses pour être en mouvement en fait et se dire nous ce qu'on va initier c'est un mouvement collectif, donc c'est pour ça qu'on s'appelle impact collectif en se disant plus il y a d'entreprises en fait qui rentrent dans ce mouvement, mieux c'est en fait pour la population, pour le développement, pour avoir cette vision un petit peu sociétale, sociale, etc. Et après là où on se dit qu'on a une responsabilité qui est à la fois sincère et à la fois pragmatique, on ne peut pas se permettre en fait de provoquer des bad buzz de greenwashing. Donc, dans tous les cas, on va se mettre des limites. Et en fait, comme disait Hortense, tout ça, ça va être dans la mesure et se dire qu'on va toujours communiquer dans la mesure de l'action. C'est-à-dire qu'on va toujours essayer de valoriser l'action. C'est mieux que de faire une action que de ne pas faire d'action. En revanche, si on fait une petite action, on ne va pas effacer... ça ne pourra pas remplacer, en tout cas, on n'effacera pas l'ardoise de l'entreprise. Nous, on va valoriser l'action. Et après, en fait, notre approche, elle est toujours très personnifiée, sur mesure par rapport aux entreprises, parce que toutes les entreprises ne sont peut-être pas légitimes à parler de tous les sujets. Peut-être qu'il y a des entreprises qui vont avoir des actions plus sociales, sociétales, parce qu'elles peuvent avoir ce pouvoir-là. Donc, je pense par exemple au carburant. Peut-être qu'en fait, l'action, elle a plus de sens pour une entreprise de carburant d'être dans le social, parce qu'en fait, elle touche une nombreuse population qui a besoin qui a besoin de prendre de l'essence pour travailler, pour vivre, pour faire des choses, en fait, pour être dans le développement. Et peut-être que d'autres entreprises vont s'orienter sur des actions plus environnementales parce qu'elles ont ce pouvoir-là d'améliorer les choses. Donc en fait, tout va être une question de mesure et une question de choix de l'action en fonction de la cible et en fonction de l'entreprise. Et ça doit être personnalisé. Et ça, c'est notre expérience, c'est notre intelligence, c'est notre cœur qui va parler en fait. Et c'est notre responsabilité aussi de jamais prendre le risque de tromper le consommateur. Alors justement, ce qui concerne toutes ces entreprises, si on prend une image un petit peu plus large, comment faire pour les inciter à s'inscrire dans ce cadre et est-ce que des campagnes de communication, de sensibilisation pourront être suffisantes? Est-ce qu'il faut passer à un cadre législatif qui les contraint un petit peu à prendre les responsabilités en main? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Moi, je suis assez persuadée que, en fait, il faut commencer à faire avant qu'il y ait un cadre législatif. Et ça, c'est quel que soit un peu le sujet. Mais en fait, si on attend toujours, il ne se passe rien. Et en fait, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, en tant que consommateur, on a le pouvoir d'agir. Donc pour moi, il ne faut pas attendre un cadre législatif qui va se construire, mais en tout cas, l'entreprise peut faire des choses. Et après, d'un point de vue, encore une fois, très pragmatique, il y a une stat qui parle beaucoup, en tout cas moi elle me parle beaucoup, c'est que tous les jours on est confronté à plus de 6000 publicités par jour. Parce qu'on est sur nos téléphones, on voit des affiches, on voit on regarde la télé, en fait on est submergé de contenu.
Et en fait, quand on est côté créateur de contenu, c'est pas toujours facile en fait de créer du contenu qui est intéressant. Il faut se démarquer. Faut se démarquer. Et en fait, quand en fait, on vend un yaourt, on vend n'importe quoi, en fait, tout a déjà été fait quoi, en fait, à ce stade. Et en fait, là, le levier de parler de sensibilisation, d'action, de retranscrire via des actions concrètes les valeurs, l'engagement de l'entreprise, c'est un excellent moyen, très pragmatique, pour rassurer les entreprises sur le fait que ça va les aider en fait, à se développer. Donc en fait, on peut faire de l'action solidaire qui va faire du bien et on peut avoir un développement économique qui suit. Et notamment sur le sujet de la sensibilisation, de tout ce qui est sensibilisation. En fait, nous, il y a des thématiques qui nous vraiment tiennent à cœur. C'est tout ce qui va être éducation, santé, environnement, développement économique, partage un petit peu des valeurs. Et en fait, tout ça, via des campagnes de sensibilisation, les entreprises, elles peuvent aller à la rencontre du client, à la rencontre de la cible. Et en fait, ça, en termes de marketing, c'est hyper puissant. Parce qu'en fait, le bouche à oreille est beaucoup plus puissant et plus efficace que juste une publicité sur un réseau social, en fait. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut retranscrire, c'est se faire accepter par ses pairs, par la cible, pour qu'en fait, le message se diffuse. Et donc, en menant des actions solidaires, on est vraiment en contact direct avec des vrais gens. Et ensuite, on peut diffuser l'histoire. On peut raconter une histoire autour qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux et via la presse aussi, parce que en fait, la presse, elle a aussi envie d'avoir du contenu. La presse, les médias, ils vont chercher aussi à avoir des histoires à raconter, parce que parler on est toujours sur l'exemple du yaourt, mais parler d'un yaourt, en fait, pour la presse, c'est pas très intéressant. En revanche, parler de comment est-ce qu'on a fait une politique de sensibilisation au bien manger dans des écoles ou via plein de campagnes, là, en fait, ça va parler. Et donc, en fait, le message va être diffusé beaucoup plus largement et de façon beaucoup plus efficace. Alors, justement, pour pouvoir diffuser ce message, quels outils peuvent être utilisés à la fois par vous en tant que marketeur, mais aussi par les entreprises pour pouvoir bien toucher la population cible de chaque entreprise? Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Est-ce à travers des podcasts, des émissions, des partages plus directs, de posts, de statements? Comment vous voyez la chose? Alors déjà, donc, il faut avoir quelque chose à dire. Donc, comme vient de dire Marguerite, une histoire. Voilà, c'est une histoire, mais c'est pas une histoire qu'on invente comme ça. C'est pour ça qu'on fait ce travail de storytelling. C'est au départ, quelle est la cause profonde de l'entreprise? Parce qu'on va pas pouvoir l'abandonner au bout de 2 mois. Sinon, là, on va perdre tout le monde et ça va être encore pire, ça va se retourner contre nous. Donc, c'est vraiment un travail de fond qu'on fait au départ, d'identifier une cause claire, sérieuse, qui anime l'entreprise et qui a un réel impact sur la population cible derrière. Donc, on trouve les 2 intérêts, on les met en relation, on monte ce type d'opération et ensuite, effectivement, on va trouver le bon canal. Mais le canal, le canal de diffusion, il va dépendre aussi de la cible. En général, les réseaux sociaux, évidemment, mais du coup, c'est quelque chose qu'on va découper, qu'on va faire on va étirer en fait ces histoires-là. Puis pour voir les gens évoluer, par exemple, si c'est un jeune qu'on suit à travers la création de son entreprise, il faut voir les étapes de montage, etc., les moments où peut-être il va avoir des obstacles, il va se prendre des revers, les moments où il va monter son premier contrat, etc. Et en fait, on vit avec lui, finalement, toute cette montée en puissance. Et ça, ce storytelling, il n'est pas faux, en fait, c'est la réalité. C'est la réalité et en fait, par contre, c'est une émotion réelle. Ça veut dire que on n'est pas sur un copier-coller, acheter mon produit. On est, par exemple, si c'est une banque ou peu importe, sur un accompagnement réel de ces personnes qui ont réussi ou échoué, ou peu importe. Mais les réseaux sociaux nous permettent ça, d'avoir une voix directe avec les gens. Et donc, via un podcast, évidemment, c'est effectivement, nous, l'occasion du podcast « Tu fais quoi, toi ?» au Maroc. En fait, on met en valeur justement ces voix du Maroc, étrangers ou marocains, peu importe, mais toutes ces personnes qui ont envie, en tout cas, de changer le Maroc dans le sens de lui apporter une couche supplémentaire dans la solidarité, d'y apporter son empreinte, de faire bouger les choses. Et on a vraiment à cœur de le montrer pour que derrière, ça puisse inspirer. Donc, on va utiliser tous ces mouvements classiques. Alors, je trouve que les réseaux sociaux, les podcasts, etc., ce qu'il y a de bien, c'est que comme la voix est directe et que tout le monde peut communiquer en direct,
on privilégie ces voies-là. Maintenant, il y a les médias classiques, la radio, la télé, l'affichage, mais pour rentrer en communication directe, c'est-à-dire que tous les consommateurs ne peuvent pas exprimer leur voix directement via ces médias-là. C'est pour ça qu'on les laisse un peu tomber, entre guillemets. Mais par contre, ces réseaux et toutes ces... on a mis en place aussi des interviews de gens dans la rue, etc. Enfin, on veut vraiment entendre en fait la voix de ceux qui font, mais qui ne se montrent pas forcément. D'accord. Vous m'avez également parlé d'un appel à projet que vous comptez lancer très prochainement. Vous souhaitez travailler avec des porteurs de projets, des étudiants dans les différentes universités du Royaume. Pouvez-vous m'expliquer cette initiative un peu plus? Oui, ben, du coup, effectivement, on prône ce qu'on dit. Donc, on essaye de représenter au mieux les valeurs qu'on veut partager autour de nous. Donc, on fait un appel à projet auprès d'entrepreneurs marocains, ou en tout cas étrangers, mais au Maroc, bien sûr, qui a à cœur de faire bouger les choses. Alors, c'est un appel à projet de gens qui ont envie de soutenir une initiative. Un projet, ça peut être complètement... donc à but lucratif, mais avec une dimension sociale. C'est justement pour montrer que cette économie solidaire, elle est possible. Et nous, en fait, on veut l'accompagner dans différentes dimensions, que ce soit d'un point de vue purement entrepreneurial, on peut l'aider à structurer ses idées, mais aussi à se confronter et à, en fait, torturer un peu son idée. Typiquement, un pas collectif, pour l'anecdote, moi, en fait, quand je suis arrivée au Maroc il y a 7 ans, c'est une idée que j'avais envie de mettre en place en arrivant. Et en fait, l'idée, souvent, on la garde pour soi. Je sais pas, on a envie de la mettre sous cellophane, là, bien de la garder. On n'a pas envie trop de la dire parce que les gens, ils la torturent un peu, en fait, quand on se confronte aux autres. Il se passe quelque chose de difficile. Parce qu'on se remet, finalement, on nous remet en question. Et en fait, là, par exemple, pendant ces 7 années, avant que ça sorte et avant ma rencontre avec Marguerite, c'est que il y avait une peur un petit peu de la confronter, de la mettre en place. Mais finalement, c'est en la torturant un peu qu'elle s'est améliorée, elle a pris son sens, qu'elle a pris de l'ampleur. Quand j'étais dans des entreprises, j'ai essayé de monter des fondations, j'ai essayé de monter des projets, je me suis pris des murs. En fait, j'ai essayé plein de choses. Et Marguerite a essayé plein de choses de son côté. Et quand on s'est retrouvés parce qu'on avait la même envie. Et je trouve qu'en parlant de tous nos échecs passés, finalement mutuels, ou nos réussites, bien sûr, il y en a eu, hein, heureusement. Mais finalement, voilà. Mais non, mais l'avantage, c'est qu'aussi, il y a eu des échecs et aussi des réussites. Mais du coup, l'idée, elle a changé, elle a évolué, elle a pris du sens, elle a grandi. Voilà, elle a mûri. Et en fait, c'est ça aussi qu'on a envie de transmettre à ces entrepreneurs. C'est qu'en fait, on a une belle idée de départ. Elle sera pas moche à l'arrivée, c'est pas ça, mais elle va se prendre des murs, elle va être challengée. Mais par contre, ce qui compte, quelque part, c'est qu'elle sorte, qu'elle aboutisse. Parce que combien d'idées mortes, finalement, on a tous, quand on voit ces porteurs de projets, on se dit « Ah, mais moi aussi, j'avais cette idée ». Mais combien vont au bout ? Donc, il faut accepter de lâcher une partie de ce qu'on voulait pour aller plus loin, pour vraiment se dire « Moi, j'ai envie que cette idée, elle sorte, j'ai envie de me réveiller le matin ». Et de me dire, moi, je travaille pour Impact Collectif. Et je suis hyper fière de ça. Mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté de me parler aujourd'hui, pour votre temps et votre générosité. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin et restez branchés pour plus. Au revoir.